Bonjour à tous. Alors, bonjour à tous. Bienvenue à ce troisième webinaire maintenant de restitution de l'Observatoire Défense et Climat. Alors, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec l'Observatoire, je vais le présenter rapidement. Donc, il s'agit d'un outil qui a été créé en 2016 au profit du ministère des Armées et plus particulièrement au profit de la Direction générale des relations internationales et de la stratégie que je représente aujourd'hui en qualité de chargé de mission sécurité climatique et qui, depuis 5 ans, est devenu pour nous en fait un véritable couteau suisse au service de tous les services du ministère des Armées et parfaitement adapté à une triple nécessité, dont la sensibilisation des différents organismes du ministère des Armées aux impacts opérationnels du changement climatique, ce qui nous a permis au cours de toutes ces années de faciliter l'appropriation de ces enjeux et leur intégration progressive dans nos travaux opérationnels. D'entamer des travaux de cartographie des risques liés au changement climatique dans les zones d'intérêt pour la France. Alors, nous avons réalisé différents travaux de ce type-là, notamment dans le Pacifique Sud et dans l'océan Indien, avec et nos partenaires australiens et plus largement nos partenaires du Pacifique Sud et plus particulièrement du SPDMM, hein, donc le South Pacific Defense Ministers Meeting. Et donc finalement, cet observatoire, globalement, c'est pour nous un véritable instrument de coopération internationale. Et à travers ce rapport que nous allons vous présenter aujourd'hui, nous avons voulu en fait réaliser une sorte de benchmark des pratiques des autres armées en termes de prise en compte des enjeux climatiques et environnementaux, afin de mieux comprendre tout simplement ce qu'elle faisait en la matière, alors tant du point de vue de l'adaptation doctrinale et opérationnelle, de l'implication des forces armées en réponse aux catastrophes naturelles, à la coopération civilo-militaire associée, mais également en termes des efforts qui sont réalisés en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'atténuation de leur empreinte environnementale. Alors, la présentation va durer environ 30 minutes. Elle sera réalisée par les auteurs du rapport, qui sont donc Madame Julia Tass, Monsieur François Gémen, Madame Sophia Cabège et Madame Fanny Babalone. Cette présentation sera suivie d'une période d'échange et de questions-réponses qui durera environ 1 heure. Voilà, et donc le rapport se concentre sur les forces armées étrangères, mais bien sûr, s'il y a des questions quant à la prise en compte de ces enjeux par les armées françaises, je me tiendrai bien entendu à votre disposition à l'occasion de cette période d'échange. Voilà, je laisse maintenant la parole à Julia qui va commencer. Oui, merci beaucoup Tom. Je me permets simplement de peut-être compléter ce propos. Donc effectivement, on aura une très longue période de questions-réponses. N'hésitez pas à les écrire dans l'onglet chat de votre logiciel GoToWebinar. C'est moi qui animerai la séance de questions-réponses de manière à ce que Tom puisse notamment répondre aux questions sur les forces armées françaises. Fanny, Sophia, François et moi répondrons aux questions qui portent sur le rapport que nous allons vous présenter, c'est-à-dire la manière dont les forces armées étrangères intègrent les enjeux climato et environnementaux. Donc également un point technique, vous avez à droite de votre écran, si vous utilisez GoToWebinar, 3 documents disponibles. Ce sont tout simplement les documents qui vous permettront de prendre connaissance plus amplement des conclusions de notre rapport. Vous avez donc une note de synthèse, le rapport en lui-même et la plaquette de présentation de l'IRIS. N'hésitez pas à nous faire signe, à Sophia Cabège ou à moi, si vous n'arrivez pas à les télécharger. Sans plus attendre, je vais passer la parole à Sophia Cabège qui va introduire le propos, introduire le rapport et vous présenter la première partie de ce rapport qui revient sur la réponse des forces armées au changement climatique en termes d'anticipation et d'adaptation. La parole est à toi, Sophia. Merci Julia, merci Tom pour l'introduction. Bonjour à tous, je suis ravie de pouvoir commencer cette intervention. Fanny, peux-tu remonter à la slide précédente s'il te plaît?
2 petites secondes. Alors, pour commencer, pourquoi s'intéresser à la manière dont les forces armées intègrent les enjeux climato-environnementaux? Tout d'abord parce que le changement climatique, que ce soit à travers ses conséquences en termes d'événements climatiques extrêmes, on pense ici aux inondations, aux tempêtes, aux cyclones, etc., ou bien les événements à évolution lente, on pense ici par exemple à la hausse du niveau des mers ou bien à l'augmentation de la température moyenne, eh bien ces impacts du changement climatique viennent directement affecter à la fois les opérations et les infrastructures des forces armées. Et donc c'est assez naturellement que ces entités ont commencé au cours des dernières années à s'intéresser à cette thématique et à l'intégrer à leurs pratiques, à leurs réflexions, voire à s'adapter et donc à changer la manière dont ils opèrent. Donc, on va vous présenter aujourd'hui le rapport d'étude numéro 15. Donc, comme Tom l'a indiqué, qui a réalisé une sorte de benchmark, un tour d'horizon de la manière dont les pays autour du monde ont commencé à s'approprier cette question. Je commencerai par revenir sur les questions d'anticipation et d'adaptation au changement climatique. Une deuxième section qui sera présentée par Fanny Babalon et François Gémen s'intéressera plus précisément aux missions de sécurité civile qui impliquent les forces armées dans leur réponse. Et puis enfin, une dernière partie qui portera une attention particulière aux efforts de réduction des empreintes climatiques et environnementales des armées. Alors, sans plus tarder, on va passer donc aux questions d'anticipation et d'adaptation des forces armées. Alors, l'adaptation des forces armées constitue un réel enjeu stratégique pour celles-ci, dans la mesure où elles doivent être capables de maintenir ce qu'on appelle l'effet militaire, c'est-à-dire qu'elles doivent être capables de pouvoir déployer leurs forces et avoir la même capacité d'intervention dans des conditions d'opération qui seraient modifiées de par les impacts du changement climatique. Alors, lorsqu'on est venu analyser les documents de doctrine des forces armées, on s'est rendu compte d'une première chose, c'est que ce sont principalement les pays à plus haut revenu qui ont commencé à intégrer le changement climatique à leurs documents de doctrine. Pour autant, de manière générale, on observe que le changement climatique est conceptualisé différemment, dépendamment du pays, voire dépendamment des documents de doctrine analysés. Pour être plus précise, parfois le changement climatique est conçu comme un risque, parfois une menace, parfois un défi, parfois un multiplicateur de risques. Et donc, on voit bien une multiplicité de conceptualisation du changement climatique et de ses impacts. Ce que l'on observe également, c'est une relative homogénéité dans les aspects qui sont abordés dans ces documents de doctrine, avec un intérêt particulier qui est porté à la question des infrastructures, de leur adaptation aux impacts du changement climatique, mais également un intérêt particulier à l'intégration et à l'augmentation des missions de sécurité civile des armées. Et puis enfin, un lien commun à l'intégration de ces enjeux aux documents de doctrine, c'est la question de la coopération et de la diplomatie qui est le plus souvent pratiquement systématiquement avancée comme une réponse aux enjeux sécuritaires du changement climatique. Alors, une fois qu'on a parlé de la manière dont ils l'intègrent aux documents de doctrine, donc de la manière dont ils réfléchissent, on s'est intéressé à la manière dont cette réflexion se traduit en action. Et ici, ce que l'on a remarqué, c'est que, la slide précédente, Fanny, ce qu'on a remarqué, c'est que ces pratiques sont relativement homogènes et sont circonscrits à un nombre très réduit de pays. Encore une fois, ce sont les pays à plus haut revenu qui ont commencé donc à traduire ces réflexions en action avec des pratiques assez homogènes. Donc, on retrouve l'élaboration, par exemple, de méthodologies d'analyse de la vulnérabilité des infrastructures militaires. C'est le cas notamment des États-Unis, de l'Australie ou encore du Royaume-Uni. On retrouve aussi la création de comités spécifiques qui s'intéressent, par exemple, dans le cas de la Grande-Bretagne, à l'élaboration d'équipements adaptés à des conditions d'opération nouvelles. Et puis aussi des soutiens assez importants à la recherche avec des montants d'investissement significatifs. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Pour vous donner un petit tour d'horizon de ces pratiques plus en détail, je vais m'intéresser au cas des États-Unis qui se démarque par son implication, je dirais presque historique sur ces questions-là, dans la mesure où la marine américaine s'intéresse à ça depuis les années 90, où elles ont commencé à publier leur premier rapport sur les impacts du changement climatique sur leurs opérations. Et puis, dès 2013, le DoD a commencé à rendre public des méthodologies d'analyse
analyse de la vulnérabilité de leurs infrastructures et depuis, cela se suit par la publication quasi annuelle de manuels ou de rapports à destination donc des planificateurs de sites militaires pour pouvoir intégrer ces questions-là dans leur réflexion et dans la manière dont ils envisagent la construction, la rénovation des emprises militaires. À noter, l'administration Trump, bien qu'elle ait été largement climato-sceptique, n'a pas tellement pâti à la manière dont le DoD a continué à intégrer ces considérations, et cela s'explique par la manière dont les Américains et les militaires américains ont réussi à s'approprier la thématique et non pas seulement à l'intégrer. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Un autre exemple intéressant, c'est celui du Royaume-Uni qui se démarque par ce qu'on appelle la Whole of Government Approach, qui est en fait une démarche qui vise à détacher des planificateurs militaires dans différents départements de manière à pouvoir encourager une réflexion commune sur ces questions-là. Et puis enfin, la Nouvelle-Zélande qui a publié en 2019 un plan d'action des armées spécifiquement dédié aux impacts du changement climatique et qui structure en 4 points. Faire face, ici ils font une emphase assez importante sur les missions de sécurité civile. Le deuxième point, s'adapter, ensuite s'atténuer et bien sûr s'engager. Sur l'engagement, justement, la Nouvelle-Zélande se démarque aussi par l'identification d'un soutien apporté à d'autres armées pour les former à ces enjeux-là. Et donc c'est ça qui est assez intéressant à remarquer. Ce sont principalement les pays du Nord qui se les ont appropriés et on demeure encore au début de la traduction de la réflexion en action. Maintenant, pour passer à l'adaptation des missions des armées, les missions à la fois intérieures et extérieures, on observe que ce sont principalement 3 types de missions qui mobilisent le plus les forces armées en lien avec le changement climatique, celles de surveillance maritime, de protection des frontières et d'ingénierie. Lorsqu'on parle d'ingénierie, on pense ici surtout à l'intervention post-catastrophe pour rétablir des routes endommagées, des systèmes de communication endommagés. Et donc, c'est autour de ces questions-là qu'ils sont principalement mobilisés. Pour vous donner également un petit exemple de la manière dont les armées adaptent leurs missions intérieures de sécurité, notamment en lien avec la sécurité maritime et la surveillance de ces zones-là, l'Australie avait mis en place en fait un système de donation de vaisseaux à des îles du Pacifique de manière à leur permettre de pouvoir surveiller les espaces maritimes les entourant et améliorer leur capacité d'intervention. On pense aussi à la Nouvelle-Zélande qui investit entre 300 et 600 millions de dollars néo-zélandais pour augmenter leur capacité de surveillance. Au niveau des missions extérieures, encore une fois, on retrouve la question de la surveillance maritime. Ici, la zone de l'Arctique est particulièrement intéressante parce qu'elle cristallise, on le sait, beaucoup d'interrogations et notamment sur les potentielles tensions qui pourraient émerger dans cette zone-là suite au phénomène de fonte des glaces que l'on connaît tous. Et donc, on observe une concentration de certains pays comme les États-Unis ou la Norvège pour augmenter leur capacité de surveillance dans cette zone. Au niveau des opérations extérieures également, les États-Unis observent un cas d'étude assez intéressant. Ils ont mis en place ce qu'on appelle des military to military agreements, donc des accords passés directement avec les pays partenaires qui axent en fait leur engagement sur des thématiques spécifiques à la zone d'implémentation. Un exemple, dans le bassin du lac Tchad, USAFECACOM, donc l'entité qui est détachée là-bas, a mis en place une coopération avec les militaires locaux autour de la sécurité hydrique de manière assez similaire. Dans l'Indo-Pacifique, c'est la thématique des inondations et des tsunamis qui fait coopérer ces militaires. Donc voilà ce que l'on peut dire en termes d'adaptation des missions intérieures et extérieures des armées. Alors maintenant, pour pouvoir vous parler de l'adaptation des infrastructures, des équipements et des entraînements des armées, on reste toujours globalement sur le même schéma avec une avance nette des pays à plus haut revenu qui sont ceux qui ont commencé réellement à mettre en place des choses intéressantes au niveau des infrastructures. Par exemple,
aux États-Unis, ils n'ont pas seulement commencé à évaluer la manière dont leurs emprises pourraient être affectées par le changement climatique, mais ils ont aussi commencé à mettre en place des politiques d'adaptation à ces impacts-là. Un exemple qui est assez intéressant et qui repose sur ce que l'on appelle les solutions basées sur la nature, visait à renforcer le littoral de l'emprise qui était affecté par l'érosion côtière. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont récupérer des coquilles d'huîtres vides dans les restaurants avoisinant la base pour justement les déposer comme une barrière naturelle, en fait, ici. Un autre exemple assez intéressant qui est mis en place par les Américains, c'est les systèmes de modélisation d'inondation pour pouvoir savoir à quel endroit placer des barrages et donc permettre une meilleure protection de la base. Toujours aux États-Unis, je vous parlais précédemment des montants assez importants investis pour rechercher sur les impacts sécuritaires du changement climatique. En janvier dernier, donc en janvier 2021, ce sont 9,3 millions de dollars américains qui ont été octroyés à des universités américaines pour mener une étude justement autour de l'impact du changement climatique sur les bases militaires. Ici, on retrouve un axe de coopération entre le service d'ingénierie des armées américaines et les universités. Et donc, c'est autour de ces partenariats qu'ils travaillent à renforcer la résilience de leur base. Un autre exemple assez intéressant se situe en Jordanie. La Jordanie, on le sait, est impactée assez fortement par l'augmentation de la température moyenne et ça se répercute notamment avec des vagues de chaleur assez importantes. Ces vagues de chaleur et plus globalement l'augmentation de la température moyenne a des effets sur la performance des moteurs. Et donc, ce qu'ils ont fait là-bas, par exemple, c'est construire 2 pistes de décollage dans des sens inversés de manière à pouvoir jouer avec le vent et donc permettre une meilleure performance au décollage de leurs avions. Ce que l'on observe donc, c'est que c'est vraiment spécifique à la localité de l'emprise que l'adaptation doit se faire, comme toute politique d'adaptation au changement climatique. Et donc, c'est comme cela que cela est fait jusqu'ici. La Russie, enfin, constitue un exemple intéressant à souligner avec l'inauguration en 2019 de la première base autonome en Arctique, une base qui peut subvenir à ses besoins et aux besoins du personnel qui est déployé pendant 1 an sans intervention extérieure. Maintenant, pour vous parler très rapidement de l'adaptation des équipements, ici aussi, la Nouvelle-Zélande et l'Australie constituent des cas d'études intéressants en lien justement avec la thématique de la surveillance maritime que j'évoquais juste avant. En Norvège, par exemple, ils viennent à acquérir de nouveaux bateaux et de nouveaux avions de manière à pouvoir augmenter leur capacité de surveillance dans la zone. Ils ont également investi dans un nouveau système de satellites de communication en collaboration avec une entreprise civile. En Nouvelle-Zélande, d'autre part, ce sont 20 milliards de dollars qui ont été investis à partir de 2019 pour moderniser les capacités d'intervention humanitaire de l'armée néo-zélandaise et leur capacité de surveillance. En Russie, bien sûr, toujours on pense à l'Arctique avec l'acquisition de 40 brise-glaces. On se rend compte de l'importance de cette zone pour ce pays. Et puis enfin, très rapidement, je m'arrêterai ensuite sur l'adaptation des entraînements. De manière générale, c'est par l'élaboration de nouveaux scénarios ou des simulations que se fait cette adaptation-là. On est encore au début. On n'est pas encore, c'est pas encore fait de manière systématique. Aux États-Unis, par exemple, 2 scénarios ont été élaborés. Ils ont simulé une arrivée massive de migrants et à la manière dont il fallait y répondre d'une part, et d'autre part une simulation de conflit armé en Arctique. Et puis ici aussi, sur l'adaptation des entraînements, la Jordanie se démarque et démontre un cas d'étude intéressant dans la mesure où ils forment leurs soldats en coopération avec les ONG à la gestion de la ressource en eau, car on le sait, cette zone est affectée par un stress hydrique chronique qui vient à augmenter par les impacts du changement climatique. C'est donc cela que font les armées en termes d'adaptation de leur mission. Et d'autre part, je l'ai mentionné quelque peu et je vais donner la parole maintenant à mes collègues Fanny et François, la question de sécurité, de mission de sécurité civile qui les mobilise de plus en plus. Et donc, on va pouvoir s'intéresser maintenant à la manière dont cela se traduit en action. Merci Sophia. Alors, de nos jours, l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des catastrophes naturelles est telle que les autorités civiles qui sont responsables de la réponse doivent solliciter de plus en plus les forces armées. Donc, il y a une coopération accrue entre personnel militaire et civil en réponse à ces catastrophes naturelles.
Cette coopération, elle peut prendre différentes formes et elle se concentre en particulier sur la prévention de ces catastrophes et aussi sur les missions de secours aux populations sinistrées. Donc, de manière générale, on voit que les modalités de coopération civilo-militaire se basent sur des approches réactives, c'est-à-dire lorsqu'il y a une catastrophe naturelle, elle vient mettre en exergue en fait des capacités lacunaires d'un État ou d'une organisation multilatérale à gérer ces problèmes. Donc, au sein de ce rapport, on a décidé de distinguer les missions de coopération civile sur le territoire national et celles qui se déroulent à l'extérieur du territoire national. Ainsi, on a vu qu'il y avait plusieurs éléments qui entrent en jeu dans cette réponse face aux catastrophes naturelles. On a vu par exemple que la disparité géographique, mais aussi climatique et même sociopolitique d'un État va venir impliquer des degrés d'anticipation, d'intervention et de réponse différents. Et donc pour ce faire, on a distingué notamment deux grandes tendances. Donc d'un côté, on va avoir une majorité de gouvernements qui vont opter pour une institutionnalisation renforcée de cette coopération civilo-militaire. Par exemple, on a le cas de la Norvège et de la Suède qui vont opter pour un système de réponse aux catastrophes naturelles qui repose sur un concept de défense totale, en ce sens qu'il prévoit en fait une cogestion et une coordination institutionnalisée et renforcée du secteur civil et du secteur militaire. Un autre exemple, donc en Nouvelle-Zélande, la NEMA, la National Emergency Management Agency, qui est une organisation qui vise à travailler en coopération avec les gouvernements centraux et locaux, mais également avec les communautés et les entreprises, dans cette idée en fait d'apporter une réponse efficace et intégrée. De l'autre côté, il y a d'autres États qui vont plutôt favoriser une implication directe de leurs forces armées dans ce système d'anticipation des catastrophes naturelles. On pense particulièrement au Chili, qui est un pays très exposé aux catastrophes naturelles et donc qui va venir impliquer ses forces armées directement dans ces systèmes de prévention et de gestion. Donc, par exemple, les forces armées chiliennes vont participer de manière régulière à des comités régionaux, municipaux et provinciaux qui sont gérés par le ministère de l'Intérieur chilien. On pense également aux États-Unis, qui se distinguent par le fait qu'ils intègrent un soutien des forces armées à la fois en amont et en aval dans leur système de réponse aux catastrophes naturelles. C'est-à-dire qu'il y a un accent préventif qui va être mis en fait sur la formation des militaires américains, donc qui vont être formés en termes de soutien à l'aide médicale, d'évacuation des rescapés, de distribution de vivres également aux personnes démunies. Et l'accent réactif va être mis sur la volonté de coordonner tous les niveaux d'autorité, c'est-à-dire les agences, les institutions au niveau fédéral, mais aussi au niveau local. On pense également au Japon, donc, qui est déjà très exposé aux risques sismiques et qui est également très exposé aux risques de catastrophes naturelles d'origine climatique. Donc ces vulnérabilités vont être traduites par des missions de formation et de sensibilisation à la population et aux FAD. Donc les FAD, ce sont les forces d'autodéfense terrestre japonaises qui ont notamment vu leur rôle être renforcé durant les séismes de Kobe et de Tohoku en 2011 et en 1995. Et donc aujourd'hui, ces FAD vont être mobilisés autour d'un large domaine d'action. Donc ça va être l'évacuation des rescapés, la distribution de vivres et aussi la recherche des disparus. Donc la particularité de cette gestion japonaise par l'armée, c'est en fait sa rapidité, le nombre, mais aussi l'efficacité du déploiement de ces forces. Donc, on observe que, contrairement à ce que vous a dit ma collègue Sophia Cabej concernant l'adaptation des armées aux effets du changement climatique, ici, ce sont plutôt les pays à bas revenus et qui sont particulièrement exposés aux catastrophes naturelles qui ont mis en place des pratiques spécifiquement liées à l'adaptation. Et donc, concernant les missions de sécurité civile qui ont lieu à l'extérieur du territoire national, je laisse la parole à mon collègue François Gemel. Merci beaucoup, Fanny. Et donc, effectivement, comme on l'a dit, les armées sont de plus en plus sollicitées pour des missions humanitaires et donc le secours aux populations après une catastrophe, comme la prévention des catastrophes ou alors l'évacuation des populations pour ne pas qu'elles subissent de plein fouet les impacts de ces catastrophes. Eh bien, toutes ces missions deviennent des enjeux essentiels aujourd'hui des forces armées. Alors, ça implique aussi pour les armées une plus grande collaboration avec des forces civiles de sécurité, avec des ONG, avec des organisations humanitaires, avec la Croix-Rouge. Et selon les pays, on va voir que cette coopération entre forces civiles et forces militaires va être plus ou moins institutionnalisée et va connaître des terrains différents. En règle générale, on va voir que dans les pays du Sud, qu'on appelle pays en développement encore parfois,
cette coopération entre forces civiles et forces militaires va souvent être très institutionnalisée. Ça va souvent être quelque chose qui existe depuis très très longtemps, mais qui va essentiellement se déployer à l'intérieur des frontières nationales. À l'inverse, dans les pays industrialisés, cette coopération entre civils et militaires va être relativement récente dans certains pays, plus ancienne dans d'autres, notamment dans des pays qui connaissent encore le service militaire comme l'Autriche. Mais on va voir que cette coopération va essentiellement se déployer à l'extérieur des frontières nationales et va essentiellement se traduire sous deux aspects. D'une part, sous l'aspect logistique, l'acheminement du matériel, l'acheminement des vivres, l'évacuation des populations, mais également et de plus en plus sous l'aspect des formations. On va observer de plus en plus de formations et d'exercices conjoints entre des forces civiles et militaires, de manière à ce que les unes et les autres se préparent mutuellement et surtout formalisent leurs mécanismes de coopération, leurs mécanismes de collaboration. Et plusieurs pays vont avoir mis en place toute une série de structures véritablement dédiées à l'organisation de cette collaboration entre civils et militaires. Par exemple, l'Australie possède un centre qui s'appelle l'Australian Civil Military Center, qui est vraiment en charge d'organiser cette coopération et de façon assez intéressante. Je mentionne l'Australie parce que un changement de doctrine vient d'avoir lieu l'an dernier, alors que l'Australie, effectivement, déployait surtout, comme je le disais, en tant que pays industrialisé, cette coopération entre civils et militaires à l'extérieur des frontières nationales. Eh bien, il a été décidé l'an dernier, en raison du très grand nombre de catastrophes nationales qui touchaient l'Australie, que les réservistes de l'armée australienne seraient désormais mobilisés aussi sur le territoire national en cas de catastrophe naturelle. Que fait l'Europe là-dedans? Puisque, en plus des mécanismes nationaux de coopération civilo-militaire, il existe aussi des mécanismes régionaux pour organiser cette coopération. L'Europe s'est ainsi dotée d'un centre qui s'appelle le CM-CORD, qui cherche à coordonner cette coopération entre civils et militaires. Et de façon assez intéressante, le but de ce CM-CORD en Europe est surtout de définir assez strictement les missions de chacun pour éviter que les uns ne marchent sur les pieds des autres. Et ici, on a quelque chose d'assez spécifique, puisque dans la plupart des pays et dans la plupart des forums régionaux, il s'agit surtout d'essayer de mettre ensemble, je dirais, les moyens. Au niveau européen, il s'agit surtout de définir assez strictement ce qui est du ressort des uns et ce qui est du ressort des autres, parce qu'on voit bien évidemment que les logiques d'action ne sont pas toujours les mêmes, et c'est tout l'enjeu aussi des exercices de formation et d'entraînement qui sont de plus en plus organisés. Je passe la parole à Julien, qui, je pense, va parler maintenant de la réduction de l'empreinte carbone des armées. Oui, effectivement. Donc, on a couvert une première partie du spectre de l'appropriation et de l'intégration du changement climatique par les forces armées. On s'attaque maintenant à une deuxième partie pour les auditeurs qui font partie de la communauté climatique. Il y a deux grands principes pour l'intégration des impacts du changement climatique sur une société. C'est celui de l'adaptation dont on a parlé, c'est-à-dire le fait de s'adapter à ces impacts du changement climatique, mais il y a aussi celui de l'atténuation, en anglais mitigation, qui vise à réduire la participation des sociétés aux émissions de gaz à effet de serre. Et dans ce cadre-là, évidemment, le rôle des armées est clé. D'une part parce que, comme le disait Sophia Cabej en début de webinaire, parce que les armées sont les garants de la sécurité nationale, donc à ce titre, ignorer le changement climatique serait une erreur, mais aussi parce qu'ils participent, comme tous les acteurs de nos sociétés, au changement climatique en émettant des gaz à effet de serre. Et en cela, une première partie finalement de l'atténuation, c'est-à-dire de la baisse des émissions de gaz à effet de serre par les armées, consiste à établir un diagnostic de ces émissions de gaz à effet de serre, ce qu'on appelle un bilan carbone, pour mesurer l'empreinte carbone des armées. Et dans ce cadre-là, ce qu'on peut observer, nous, chercheurs, ayant accès à un nombre limité de données, puisque ce sont des données pour la plupart publiques, ce qu'on a pu observer en regardant ce que faisaient les armées étrangères, c'est que ces bilans carbone sont peu publiés. Donc, soit ils n'ont tout simplement pas été réalisés, soit ils ne sont pas rendus publics. Parmi les seuls pays qui rendent ces bilans carbone publics, on trouve le Canada, qui a partagé un chiffre, mais dont on ne connaît pas les tenants et les aboutissants,
Les Britanniques, qui ont partagé également leur bilan carbone sans prendre en compte le bilan carbone des opérations extérieures de l'armée britannique, et les Américains, dont le département de l'énergie établit chaque année un tableau, un recensement très précis des émissions de gaz à effet de serre par agence étatique, et le Department of Defense en fait partie. Évidemment, ces données ne sont pas publiques tout simplement parce que c'est souvent des données à caractère stratégique, donc elles ne sont parfois pas rendues publiques. Pourquoi il est également stratégique pour les armées de diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre? Souvent parce que cet effet d'atténuation est un co-bénéfice de ce qu'on appelle la résilience énergétique. La résilience énergétique, c'est le fait d'identifier et de réduire les faiblesses dans la chaîne d'approvisionnement en énergie. Or, les armées travaillent énormément sur les sujets de résilience énergétique et ces sujets ont souvent comme co-bénéfice la réduction des émissions de gaz à effet de serre, tout simplement parce que ça va consister en un changement de carburant, en un changement de source d'énergie. Et très souvent, ce sont des sources d'énergie renouvelables qui sont privilégiées. Ça va donner aux armées une autonomie stratégique, évidemment, que ce soit sur le territoire national comme en opération extérieure. Cette baisse de la dépendance énergétique va notamment passer par le fait d'installer des centrales de production d'énergie renouvelable au sein des bases des emprises des armées. Et là, on observe l'adoption de ces sources d'énergie renouvelable par de nombreuses armées. On a évoqué auparavant les Américains. Évidemment, les Américains ont été les pionniers en la matière, mais de nombreuses armées, notamment l'armée indienne qui a largement adopté l'énergie solaire, s'équipent de sources de production d'énergie renouvelable pour se rendre autonome des réseaux nationaux énergétiques et électriques. Ça va également se décliner sur les bases avancées, c'est-à-dire que des manières de produire de l'énergie de façon plus autonome et plus durable sont testées dans des bases avancées pour de nombreuses armées avant d'être déployées en opérations extérieures. Aujourd'hui, c'est peu le cas, tout simplement parce que les opérations extérieures se déroulent dans des conditions climatiques, économiques, humaines, militaires très très délicates, et que le fait de se reposer sur une source d'énergie implique que celle-ci soit fiable. Et donc, c'est plus compliqué de déployer des énergies renouvelables sur les bases en opération extérieure. Ce que vous voyez à l'écran, alors à la gauche de votre écran, c'est deux photos qui sont deux illustrations d'une éolienne qui est déployable, donc qui est transportable sous la forme d'un conteneur et qui peut se déployer. C'est donc ce type de technologies qui sont aujourd'hui développées par les armées. Cette éolienne est développée par l'armée américaine et qui vise à équiper les bases d'opérations extérieures. Là où les énergies renouvelables ou l'électrique, quand il s'agit de carburant de véhicules, offre des avantages non négligeables, ça va être en termes de furtivité, que ce soit thermique ou sonore. Ça va être également en termes d'autonomie stratégique, ce dont j'ai déjà parlé. Par contre, ça va avoir des désavantages. Par exemple, pour les éoliennes, il faut évidemment faire en sorte qu'elles ne soient pas exposées, mais également qu'elles ne gênent pas le décollage et l'atterrissage d'avions ou d'aéronefs. Ce que vous voyez à droite de votre écran, c'est également un prototype développé par l'armée américaine qui s'appelle H2 Rescue, donc H2 comme dit hydrogène, et c'est un véhicule qui donc fonctionne à l'électricité, à une pile à combustible au dihydrogène, et qui est conçu pour porter secours aux populations à la suite d'une catastrophe naturelle. Il est autonome en électricité, donc en énergie, comme en eau pendant 72 heures. Et donc, ça permet aux forces armées d'offrir aux opérations de secours et d'assistance des véhicules qui offrent la possibilité de, par exemple, mettre en place des systèmes de soins dans des endroits qui en sont dépourvus. Ce
ce véhicule que vous voyez est sur une plateforme multifonction, donc les roues et la plateforme multifonction qui opère à l'hydrogène peuvent également être utilisées pour d'autres fonctions. Donc on peut y mettre des conteneurs, des véhicules de transport principalement. Et c'est ce type de technologie qui va être développé par les différentes forces armées. Il y a également dans cette optique de résilience énergétique et donc finalement en co-bénéfice diminution des émissions de gaz à effet de serre, de nombreux développements autour des batteries, que ce soit les batteries que l'on utilise au quotidien, nous les civils dans nos portables, etc., mais aussi des batteries plus spécifiquement liées aux équipements militaires. C'est dans ce cadre qu'il est très intéressant pour les forces armées de coopérer avec l'industrie civile, puisque les batteries, l'autonomie électrique et énergétique sont également des sujets clés pour de nombreux secteurs civils. Et là encore, il y a des forces armées qui se distinguent en mettant en place de véritables écosystèmes d'innovation qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à offrir plus d'autonomie stratégique aux soldats à travers les équipements qui leur sont fournis. Simplement pour finir sur cette partie, et on aura peut-être l'occasion d'en rediscuter pendant les questions, ce qu'on peut redouter évidemment, c'est un effet rebond, c'est-à-dire que ça s'applique aussi par exemple aux véhicules civils. Moins un véhicule consomme, plus on va l'utiliser, parce que notre budget sera resté le même, donc on aura beaucoup plus d'incitation à l'utiliser. De la même manière, ce qu'on peut redouter en fait par la mise en place de technologies toujours plus efficaces en énergie, toujours plus économes, ça va être le fait de les utiliser plus souvent et donc un bilan carbone qui restera tout aussi important. On aura, je pense, l'occasion de continuer la discussion au cours des questions et je vais maintenant laisser ma collègue Fanny Babalone vous présenter la façon dont les armées s'impliquent pour réduire leur impact, non pas climatique, c'est-à-dire uniquement les émissions de gaz à effet de serre, mais environnemental. C'est donc l'empreinte environnementale et l'effet environnemental que va présenter Fanny. Merci Julia. Donc en effet, au-delà de cette question de l'atténuation de l'empreinte énergétique et carbone, les forces armées aujourd'hui essayent de plus en plus de réduire leur empreinte environnementale, c'est-à-dire de réduire l'ampleur des pressions qu'ils peuvent exercer sur l'environnement et les dégradations qu'elles viennent engendrer. Donc il y a différentes formes d'initiatives qui ont été observées afin de répondre à ces enjeux. Il y a notamment eu la création de normes, il y a eu des engagements officiels, des stratégies environnementales et aussi l'apparition de nouveaux concepts comme celui de l'économie circulaire. Donc on peut définir cette économie circulaire comme un système de production ou d'échange qui vise en fait à augmenter l'efficacité de l'utilisation des ressources tout en diminuant l'impact sur l'environnement. Donc, dans ce rapport, on a essayé de mettre en exergue certains États qui font la promotion justement de la transposition de ces principes de l'économie circulaire au sein du secteur de la défense. Donc, pour prendre l'exemple des États-Unis, il y a différentes méthodes qui ont été employées par le Department of Defense américain. Donc, par exemple, il dispose de 2 programmes de recherche qui s'investissent dans un large panel de recherche dont le but, en fait, est d'identifier et de développer des technologies militaires qui vont venir répondre à des exigences environnementales. Il y a plusieurs domaines de recherche qui sont traités par ces programmes, donc tout ce qui touche à l'eau, à l'énergie, au traitement des eaux usées, les munitions, la restauration environnementale aussi notamment. L'Inde est également un très bon exemple puisqu'elle dispose de la base navale de Karwar, donc qui se situe au sud-ouest du pays. Et donc, la particularité de cette base navale, c'est qu'elle va proposer une gestion intégrée en termes d'énergie et en termes de traitement des eaux usées, donc ce qui va venir lui prodiguer une empreinte carbone nulle. Le Pays-Bas aussi se distingue puisqu'il va opter pour une production d'équipements individuels sous le prisme de l'économie circulaire. Donc, on parle de chaussures, de protection et aussi d'uniformes qui vont s'inscrire en fait dans cette optique de durabilité et de production en respect de l'environnement. En outre, il y a d'autres initiatives qui ont été élaborées, cette fois plus dans une optique de restauration et de protection des écosystèmes. Donc, je pense notamment aux missions les plus répandues qui sont la plantation d'arbres, mais aussi la décontamination des terres qui vont être directement contaminées par des substances, des métaux, mais aussi, je pense aux champs de tir par des munitions.
et encore des missions de protection des forêts, donc par exemple les forces armées brésiliennes qui vont venir protéger la forêt amazonienne des crimes environnementaux, mais aussi des exploitations illégales. Et puis, il y a aussi le gouvernement indien qui a mis en place ce qu'ils appellent des bataillons éco-territoriaux qui vont être destinés à protéger l'environnement, et ce, à travers des missions, par exemple, de plantation d'arbres, mais aussi de construction de digues ou de barrages, donc pour lutter contre l'érosion des sols. Pour finir, en termes de restauration, la Chine entreprend également des missions de plantation d'arbres depuis l'année 2018, et ceci pour lutter contre la pollution atmosphérique et également pour lutter contre l'expansion du désert de Gobi. Et on a remarqué quelque chose d'intéressant par rapport au Royaume-Uni, c'est que en fait, le Royaume-Uni opte pour une communication très active en la matière, notamment à travers le Sanctuary Magazine, qui est directement rattaché au ministère de la Défense britannique, et donc qui va venir recenser les actions mises en œuvre en faveur du développement durable. Donc on voit aujourd'hui que les forces armées s'impliquent de plus en plus dans ces missions de réduction de leur empreinte environnementale, mais on observe que pour autant, ces principes d'économie circulaire couvrent aujourd'hui un périmètre assez limité qui aurait besoin d'une intégration sur le long terme au sein des appareils militaires. Sophia, on ne t'entend pas. Voilà, le bonheur de GoToWebinar. Donc, je disais que oui, je vais reprendre la parole pour conclure rapidement. On comprend en effet, les forces armées étrangères ont commencé à intégrer ces considérations climato-environnementales à leur doctrine et à leurs pratiques, dans leurs opérations et dans leurs missions. Elle le fait sous différents prismes. On observe différentes tendances en fonction des pays à bas revenus ou à haut revenus. Mais ce que l'on peut dire, c'est que l'appréhension et l'appropriation de ces enjeux se fait par deux prismes bien spécifiques qui sont liés non seulement à la complexité du changement climatique, mais aussi à la culture militaire. Je m'appuie ici notamment sur les travaux d'Adrien Estève, docteur en sciences politiques, qui a remarqué durant ses travaux, et ça s'est confirmé au travers de notre étude, que les forces armées tendent à s'approprier les enjeux climato-environnementaux par le prisme d'une part de l'urgence et d'autre part de la technophilie. Or, répondre dans l'urgence, ça ne permet pas ou peu de renforcer la résilience nécessaire pour permettre aux forces armées de maintenir ou d'améliorer leur effet militaire. Et puis d'autre part, ça on l'a bien remarqué avec l'intervention de Julia, le recours quasi systématique à la technologie qui peut venir complexifier la chaîne d'approvisionnement et donc finalement ne pas permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre et donc de réduire l'empreinte climatique des armées. À travers nos travaux, on a également voulu identifier quelques pistes de points d'action pour permettre aux forces armées d'être mieux préparées au changement climatique, car soyons clairs, elles ont commencé à l'intégrer, mais ce n'est pas encore diffusé de manière assez significative pour pouvoir les qualifier de prêtes à faire face aux impacts du changement climatique. Alors, parmi ces recommandations, la première, qui est la plus importante, en tout cas, qui vient le plus naturellement, c'est de réduire de manière rapide et drastique les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à leurs activités. Plus on va continuer à émettre, plus l'ampleur du changement climatique sera important et donc les impacts le seront également, ce qui forcément impliquera une mobilisation des forces armées à un moment donné. La seconde, c'est la climato-conception des équipements. Et là, on ne pense pas seulement à des équipements qui émettrait moins de gaz à effet de serre, donc avec une empreinte climatique réduite, mais aussi des équipements qui sont adaptés à un monde plus chaud. On le sait, les trajectoires de réchauffement de la température moyenne ne sont pas très optimistes et on se dirige vers un monde à plus 3, voire 4 degrés, ce qui viendrait changer drastiquement les conditions d'opération des soldats lorsqu'ils sont en opération. Deux autres points qui nous paraissent très importants à souligner. Le premier, c'est celui de la diplomatie climatique ou bien diplomatie de la sécurité climatique, c'est-à-dire la coopération entre ministères de la Défense autour de ces questions-là. C'est primordial, tout d'abord parce que l'enjeu en lui-même est global et donc les réponses à apporter doivent l'être aussi. On en parle souvent quand on parle de gouvernance climatique, mais lorsqu'on parle de sécurité climatique, c'est la même chose. La coopération est importante pour partager les savoirs, les savoir-faire, les manières d'opérer et le faire de manière cohérente. Et puis enfin, ce qui nous paraît important à souligner, toujours sur cet axe de coopération, les forces armées, les ministères de la Défense
sont importants, ils sont nécessaires, mais ils ne sont pas suffisants. Ils ne sont pas suffisants, pourquoi? Eh bien, simplement parce que les risques sécuritaires qui peuvent émerger des impacts du changement climatique sont complexes et interagissent avec des dynamiques sociales, politiques, économiques qui méritent donc d'aussi coopérer avec les acteurs de la société civile. On pense ici aux ONG, on pense aussi bien sûr au monde de la recherche pour pouvoir permettre l'élaboration de solutions durables et efficaces qui prennent en compte la complexité et l'interaction des différentes dynamiques qui contribuent à l'émergence des risques sécuritaires. Voilà pour la présentation du rapport. Je vais maintenant laisser la parole à Julia pour animer la session des questions-réponses. Merci à tous. Oui, merci beaucoup et merci pour vos nombreuses questions. Alors, tout d'abord, je vais peut-être revenir sur une partie des questions qui portent sur les liens entre climat et sécurité, voire climat et défense de manière générale. Ce webinaire visant spécifiquement à traiter de l'intégration par les forces armées du climat, je vous invite, si vous voulez en savoir plus sur les liens qu'il peut y avoir entre les impacts du changement climatique et la sécurité humaine, à consulter les différents rapports de l'Observatoire depuis les 5 ans, puisque comme l'a dit Tom Aristias, cet observatoire existe depuis 5 ans et a produit énormément d'études, notamment région par région, sur la dimension sécuritaire du changement climatique et les impacts que ces changements pourraient avoir sur les populations locales et sur les tensions préexistantes. Donc, ça me permet ensuite de passer aux questions plus précises. Alors, évidemment, là, nous avons présenté, comme nous l'avions précisé au début de ce webinaire, l'adaptation et l'atténuation intégrées par les armées étrangères, mais ces questions s'appliquent aussi aux armées françaises. Et une des questions certaines questions portent sur l'adaptation, notamment, des armées françaises au changement climatique et la façon dont ça s'articule avec les coopérations des armées françaises avec des alliés tels que les Allemands ou le cadre européen. Alors, je ne sais pas si Tom, tu veux commencer à répondre et puis ensuite on apportera peut-être des précisions si on en a. Donc, oui. À la fois sur les armées françaises et puis sur les différents cadres de coopération qui existent et sur la façon dont ces cadres de coopération permettent d'avancer sur ces questions de changement climatique. Oui, bien sûr, merci Julien. Oui, alors effectivement, les armées françaises, bien entendu, sont très concernées par ces questions-là également, comme le prouve d'ailleurs la création de cet observatoire qui, je le rappelle quand même, est une première et peut-être le seul observatoire de ce type, tout du moins financé par un ministère de la Défense et des Armées en Europe et peut-être même dans le monde. Enfin, je n'ai pas connaissance d'un autre observatoire de ce type d'un autre pays. Donc nous, effectivement, on travaille depuis un moment sur la partie atténuation, c'est-à-dire la réduction de notre empreinte écologique et de réduction de gaz à effet de serre, et ce depuis les années 2000. On a notamment mis en place une stratégie de développement durable de la défense qui ne prend pas en compte uniquement les enjeux environnementaux, mais qui couvre bien tout le spectre du développement durable. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des enjeux aussi de biodiversité, d'égalité des chances, etc. Donc, ça dépasse un peu le spectre environnemental pur, mais c'est une stratégie dont les résultats doivent être salués. Hein. Les chiffres que j'ai en tête, c'est entre 2010 et 2018, on a quand même réussi à réduire nos gaz à effet de serre de 18%. Donc, c'est quand même absolument pas négligeable. Maintenant, effectivement, le but principal d'une armée, ce n'est pas l'atténuation et la réduction de gaz à effet de serre. Il y a quand même un impératif opérationnel qui est important. Et voilà, si pour mener une opération et assurer l'efficacité opérationnelle de nos armées, il faut, j'ai envie de dire polluer, mais je veux dire produire du gaz à effet de serre, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler, mais quelque chose qu'on pourra bien sûr pas réduire, enfin totalement en tout cas. Maintenant, on a aussi travaillé ces 20 dernières années en termes d'éco-conception des équipements, comme l'ont mentionné Julia et Sophia. Et il y a ce problème actuellement qui se pose et qui a été mis en lumière par un rapport parlementaire qui est sorti récemment, qui s'appelle Dérèglement et conflits sur le principe de la climato-conception, et qui effectivement est assez récent, sur lequel nous, personnellement, nous n'avons pas encore commencé à travailler, mais sur lequel nous allons commencer à travailler très rapidement dès cette année. Donc voilà,
on commence à prendre ces enjeux en compte de plus en plus. Maintenant, en termes de coopération, pour le moment, nos coopérations se concentrent principalement dans l'Indo-Pacifique, tout simplement parce que c'est une des régions du monde qui est la plus touchée par les impacts du changement climatique. Et c'est dans cette région-là que nous avons noué les partenariats les plus fructueux sur ces thématiques. Donc, je l'avais mentionné rapidement au début. Nous avons beaucoup travaillé avec nos partenaires du Pacifique Sud, notamment dans la réalisation d'une cartographie des risques dans cette zone, avec nos partenaires indiens et australiens avec lesquels nous avons travaillé sur une cartographie des risques dans l'océan Indien, les Australiens ayant réalisé une étude sur la partie orientale et nous sur la partie occidentale. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites dans cette région. Maintenant, au niveau de l'Union européenne, j'ai envie de dire que des choses ont été faites individuellement par plusieurs pays. L'Allemagne est assez engagée sur ces questions. Je pense principalement à leur... alors, effectivement, comme disait Julia, il y a bien deux sujets. Il y a le sujet climat et sécurité et le sujet climat et défense, qui en fait sont reliés, mais qui sont différents. L'Allemagne, l'année dernière, au Conseil de sécurité, a tenté de faire passer, par exemple, au Conseil de sécurité des Nations Unies, une résolution climat et sécurité. C'est quelque chose qu'ils ont déjà essayé de faire par le passé, donc ils sont bien sûr, voilà, il y a une volonté quand même de travailler sur ces questions. Mais en termes de coordination européenne, pour le moment, il n'y a pas grand-chose qui est fait. Néanmoins, en novembre dernier, le service extérieur de l'action européenne a sorti une feuille de route sur ces questions-là et destinée justement à améliorer la coordination entre tous les pays européens afin qu'on puisse apporter une réponse européenne plus coordonnée à ces enjeux-là. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres éléments de réponse? Moi, peut-être pour compléter très rapidement sur le côté européen, il y a de plus en plus de choses qui sont faites par l'Union européenne et par les commissions de l'Union européenne sur les aspects de résilience énergétique. Donc, c'est le premier... c'est par l'atténuation, souvent, que ces sujets sont abordés. Et pour l'Union européenne, comme pour les autres pays, c'est le cas. Donc, c'est en ce moment en cours le développement de cadres, notamment doctrinaux, relatifs à la résilience énergétique des armées. Peut-être que François, Sophia ou Fanny, vous avez des éléments à apporter. Non, pas spécifiquement. Peut-être pour continuer sur ce que tu venais de dire, le cas de l'OTAN là-dessus est assez intéressant, avec une emphase particulière sur la thématique de la résilience énergétique, et puis aussi une conférence interministérielle qui a lieu, si je me trompe pas, tous les 4 ans au sein de l'Union européenne, qui vise à réfléchir aux enjeux environnementaux. Donc c'est quelque chose qui monte en ce moment même, tant mieux. Et donc on espère en tout cas que la feuille de route qui a été rendue publique en fin d'année dernière amènera à des avancées en matière de coopération entre États membres européens sur ces questions. Et je me permets de compléter également, on a mentionné l'OTAN, depuis la prise de présidence du président américain Joe Biden, et puis l'importance renouvelée, je dirais, de ces enjeux spécifiques de sécurité climatique, on peut voir que clairement l'OTAN, qui s'était pas forcément saisi de ces questions-là avant, commence à s'en saisir très, très sérieusement, et qu'il y a un certain nombre de travaux qui sont menés et qui vont être menés dans un futur très proche. Je pense notamment à une feuille de route qui est en cours de négociation au conseil politique de l'organisation, et qui sera probablement très intéressante et qui nous désolé, et qui nous concernera et nous mobilisera de façon collégiale aussi au ministère des Armées. Super, merci beaucoup Tom pour ces précisions. Il y aura d'autres questions qui te seront adressées, notamment sur la coopération interministérielle au sein même de la France sur ces questions-là, mais on va peut-être te laisser prendre une petite pause et s'attaquer à d'autres sujets. Il y a notamment une question assez intéressante à laquelle je vais commencer à apporter des éléments de réponse, mais je n'en ai pas énormément, donc je m'adresse aussi aux autres chercheurs qui sont là, sur la mise en place par certains États de mesures du coût que le changement climatique pourrait représenter à la fois
pour les services de l'État au sein même du territoire national, et ça de façon transverse, c'est-à-dire avec tous les ministères, mais aussi les services de l'État à l'étranger et notamment les forces armées. Moi, personnellement, en tout cas, je n'ai pas rencontré au cours de mes recherches de publication par un État d'un chiffre, d'un coût global. Ce qui va beaucoup être comptabilisé, ça va être en termes de PIB, par exemple, l'impact du changement climatique en termes de PIB, l'impact du changement climatique sur l'agriculture, sur certains secteurs, mais il est beaucoup plus rare de trouver des chiffres, une comptabilisation de l'impact, des coûts du changement climatique sur les services de l'État. Ça va également être le cas en post-catastrophe, donc on va, grâce aux assurances notamment, on va pouvoir estimer combien une catastrophe coûte, mais c'est déjà trop tard. Je ne sais pas si les autres chercheurs ont des éléments additionnels à apporter à cette réponse qui mériterait, je pense, un rapport en lui-même. Non, simplement pour dire qu'il y a pas mal de rapports sur l'évaluation économique des dommages et des impacts du changement climatique, mais ce sont généralement des rapports assez globaux. Le rapport le plus connu, c'est évidemment le rapport Stern, qui a été commandé par le gouvernement britannique en 2006 à Nicolas Stern. Il y a également un rapport assez similaire qui existe pour l'Australie. L'Australie dispose d'un rapport qui considère les coûts économiques des impacts du changement climatique pour l'Australie, mais à ma connaissance, et en Australie c'est le rapport Garnaut, à ma connaissance c'est le seul qui existe véritablement au niveau national et qui n'inclut pas non plus le coût en termes, le coût militaire, je dirais, de ces impacts. Donc on est essentiellement sur une approche globale. C'est néanmoins quelque chose qui va devoir se développer, notamment avec le développement dans les négociations internationales du volet sur les pertes et préjudices, loss and damage, qui va essayer de comptabiliser à la fois les impacts matériels du changement climatique, mais également les pertes non matérielles du changement climatique, qui pourraient ouvrir la voie demain à d'éventuelles compensations. Pour compléter ce point-là et juste donner un ordre de grandeur, alors il ne s'agit pas d'estimation ou de modélisation dans le temps, mais juste pour se rendre compte un petit peu de ce qu'on coûtait, de ce que coûte en termes de perte de production économique le réchauffement climatique. Donc au cours des 20 dernières années, uniquement pour l'Union européenne et les États-Unis, ce sont 4 000 milliards de dollars causés à cause de l'augmentation de la température moyenne. C'est un chiffre énorme, hein, c'est assez conséquent. Et c'est une étude qui a été publiée, si je ne me trompe pas, en 2019 par l'université américaine, dont je ne saurais me rappeler le nom à ce moment même, mais ça vous donne un petit peu une ordre d'idée des pertes économiques liées à tout ça. Et je rejoins mes collègues sur la nécessité de mettre en œuvre ces travaux. S'il n'y a pas d'autres rapports sur cette question, peut-être donc regrouper différentes questions, notamment sur la façon dont le ministère des Armées interagit avec d'autres ministères en France pour se préparer au changement climatique et à ses impacts sur le territoire national et sur les territoires au sein desquels il y a des forces projetées. Est-ce que, Tom, tu aurais des réponses à ce sujet? Était mentionné notamment le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Environnement. Alors sur la partie atténuation, développement durable, bien sûr, il y a d'importantes synergies avec le ministère de la Transition écologique et solidaire. Sur la partie sécurité climatique, un peu moins, parce que finalement, c'est une thématique qui concerne surtout le ministère des Armées et également le ministère de l'Intérieur. Je pense notamment aux opérations civilo-militaires. Maintenant, on travaille aussi beaucoup avec le ministère des Affaires étrangères, notamment sur la question du lien entre climat et sécurité, qu'on essaye de défendre au sein d'organisations internationales telles que, je l'ai mentionné, le Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc voilà, ce sont les trois principaux ministères avec lesquels nous travaillons. Très bien, merci beaucoup. Et il y avait également une question qui était un peu en lien et qui va peut-être recouper ce que François, Sophia et Fanny ont pu présenter un peu avant. C'est
la manière dont certaines forces armées, en France comme à l'étranger, rebasculent une partie des missions du personnel vers la protection civile à la suite de catastrophes naturelles. Dans quelle mesure, en fait, il y a vraiment un basculement au sein des forces armées vers ces types de missions ou pas. Je ne sais pas si tu veux commencer, Tom, ou ensuite Sophia, François. Je dirais juste un petit mot en disant que effectivement c'est une problématique. Pour le moment, ça reste gérable, mais que dans le futur et compte tenu des évolutions climatiques prévues, effectivement, ce genre de mission étant amené à être multiplié, ce phénomène-là va devenir de plus en plus important et d'où l'importance d'assurer une coordination plus importante entre les forces armées militaires et les forces civiles. Je ne sais pas si Sophia ou François, vous voulez ajouter quelque chose? Non, simplement pour dire que les armées assurent de plus en plus, vu la multiplication des impacts liés au changement climatique, assurent de plus en plus souvent des missions qui étaient auparavant dévolues à des forces civiles. Je pense notamment à la question de l'évacuation des populations, à la question de la relocalisation, du relogement des populations, particulièrement dans les pays du Sud. Je pense notamment ici à l'Inde ou au Bangladesh. Ce sont des missions qui sont de plus en plus souvent confiées à l'armée plutôt qu'au service civil, simplement parce que ces opérations se multiplient, doivent être effectuées dans l'urgence et que les armées possèdent évidemment un certain savoir-faire logistique pour cela, mais il y a aussi une nécessité d'exercice conjoint parce que, évidemment, les priorités dans les évacuations menées par les armées ne sont pas forcément les mêmes priorités que celles qui auraient été choisies par les forces civiles. Non, c'est ça. Et puis pour compléter, hein, je pense que c'est ce qui ressort de ce que Tom et François viennent de dire, hein, la multiplication et la sollicitation de plus en plus fréquente des forces armées sur ce type de mission vient à poser la question de l'adéquation entre les moyens à la disposition de ces forces armées qui sont, on le rappelle, mobilisées pour d'autres types d'opérations à la base, et donc la question des moyens humains, financiers et puis en termes de formation qui doivent être en adéquation avec cette évolution finalement du spectre des missions des armées et qui, je pense en tout cas, devrait mobiliser, oui, en termes de réflexion et puis d'adaptation les forces armées autour du monde. Très bien, merci beaucoup. Alors, beaucoup de questions. Pour répondre à une partie des demandes de transfert de données, notamment citées par Sophia Cabage et Tom Aristias, n'hésitez pas à nous indiquer votre mail si vous souhaitez qu'on vous envoie certaines références. Il y a beaucoup de ces questions-là, on le fera, je les note. Il nous reste une demi-heure et on a beaucoup de questions, donc j'embraye directement avec la prochaine. Qui est relative au rôle des services. Alors, en l'occurrence, en France, c'est le service d'énergie opérationnelle, mais ça s'applique à d'autres armées, donc au rôle des services de gestion des apports énergétiques dans l'atténuation de l'empreinte carbone des armées. Et est-ce que c'est au cœur notamment de la stratégie française récemment publiée? Tom, si tu veux rebondir sur ces questions, en tout cas pour ce qui est des armées que moi j'ai pu étudier, évidemment, ce sont ces services qui sont au cœur de l'innovation et les États-Unis, notamment, ça passe par un Memorandum of Understanding entre le département de l'énergie américain et le département de la défense qui leur permet de nombreux programmes d'innovation et de recherche. Oui, bien sûr. Non. Alors, la question énergétique, bien sûr, est importante. Alors, moi, personnellement, je ne suis pas un spécialiste de la sécurité énergétique. J'ai pas eu la chance de travailler sur la stratégie énergétique de la défense récemment publiée, comme un certain nombre de mes collègues dont je vois que certains sont présents aujourd'hui. Donc, vous comprendrez bien que j'ai pas envie de dire de bêtises non plus, mais il me semble que effectivement, la question de l'atténuation, elle est importante dans cette stratégie énergétique, bien qu'elle ne soit pas la priorité. Il me semble que la priorité, sauf erreur de ma part, c'est bien d'assurer l'efficacité opérationnelle de nos armées et de pouvoir être plus indépendants énergétiquement, et que cette indépendance, effectivement, passe par un certain nombre de mesures d'atténuation. Donc, un impact positif de ce point de vue-là, en termes de défense verte, sans que ce soit la raison pour laquelle, in fine, on ait fait une stratégie énergétique. Très bien, merci beaucoup. C'est vrai que, comme tu le disais, la partie atténuation n'est qu'une partie finalement de la façon dont les armées peuvent intégrer tous les impacts du changement climatique et leurs impacts à proprement parler.
Alors, il y a beaucoup d'autres questions. Il y en a une notamment sur le rôle des forces armées en tant que héros, et là, en tant que messager de l'urgence climatique, et notamment de l'atténuation, c'est-à-dire comment mettre en place l'atténuation au sein des forces armées, mais également inciter le reste de la société à réduire ses émissions de gaz à effet de serre, parce que on va devoir de toute façon gérer les impacts du changement climatique, donc autant essayer de les limiter. Donc la question revenait à dire, maintenant que les forces armées ont pris conscience du besoin d'intégrer le changement climatique et des impacts du changement climatique, donc de l'urgence climatique, à quel point celle-ci, en France comme ailleurs, se pose comme messager de l'urgence de baisser nos émissions de gaz à effet de serre de manière à ne pas amplifier le changement climatique qui est déjà en cours. Est-ce que, François, tu veux commencer par répondre, et puis je laisserai ensuite la parole à qui veut la prendre. Oui, volontiers. C'est vrai que je suis assez frappé en travaillant sur la question des impacts du changement climatique de voir qu'il y a essentiellement deux types d'organisations qui sont particulièrement sensibles aux impacts du changement climatique avec une vision prospective de très long terme. Ce sont les sociétés d'assurance et les armées. Et je crois que ce sont deux types d'organisations dont effectivement le fonctionnement impose de penser à très long terme. Il est certain que lorsque vous allez acheter du matériel militaire ou lorsque vous allez décider de l'implantation d'une nouvelle base, vous ne raisonnez pas à 5 ans ou à 10 ans, mais vous raisonnez à 50, 60, voire plus. Et donc, je crois qu'effectivement, la capacité de prospective et d'anticipation des armées, quelque part, les place effectivement aux avant-postes de la lutte contre le changement climatique et peut en tout cas leur faire jouer un rôle de porte-parole et de messager, précisément parce que c'est sans doute au sein de l'appareil d'État les services qui ont le plus besoin d'avoir cette vision de long terme et cette vision d'anticipation. Et puis, il y a aussi une logique de coopération, à mon avis, militaire. Après tout, on peut voir le changement climatique comme un ennemi commun qui s'impose à tous, même si évidemment ces impacts seront différenciés de pays en pays. Et je crois qu'il y a là aussi une nécessité, et je crois que ça s'inscrit bien dans la redéfinition des missions et des terrains d'opération des armées, il y a aussi la nécessité d'identifier en quoi le changement climatique est un danger, en quoi il représente un enjeu de sécurité. Et dans ce sens, je pense aussi que les armées peuvent avoir un grand rôle de sensibilisation vis-à-vis du public, notamment pour montrer que lorsqu'on discute de changement climatique, on ne discute pas uniquement des questions de qualité de l'air ou d'impact sur les écosystèmes, mais on discute de questions bien réelles de sécurité, de paix, de développement, de migration et de santé publique, et que donc les gens peuvent voir à quel point le changement climatique n'est pas uniquement un enjeu environnemental. Ouais, je me permets de compléter ce qu'a dit François, je suis complètement d'accord et je pense aussi que ce sujet-là, effectivement, est un sujet fort, enfin, ayant un fort potentiel de coopération, tout du moins. C'est un sujet qui généralement fait l'unanimité et qui nous permet de nouer des liens avec des partenaires, d'approfondir certains liens, voilà, parfois d'aller parler avec des États avec lesquels on n'aurait pas forcément pu parler. Ou de commencer à parler de ces sujets qui justement sur lesquels tout le monde s'accorde globalement, pour ensuite pouvoir évoquer un certain nombre d'autres sujets sur lesquels on n'aurait pas pu discuter directement. Donc finalement, le changement climatique, c'est aussi une porte d'entrée en termes de coopération avec nos partenaires, avec un certain nombre de nos partenaires. Très bien, merci beaucoup. Alors, on va répondre à, je pense, quelques questions avant, il nous reste une vingtaine de minutes. Donc, il y a une question qui est assez large et qui porte sur les freins qu'on a un peu abordés au cours de nos différentes discussions, mais peut-être revenir sur les freins de l'intégration des changements climatiques par les forces armées, que ce soit des freins institutionnels, financiers ou en termes de mission. Évidemment, un des premiers freins, ça va être le fait que, en tout cas d'un point de vue personnel, je pense qu'il y a différents freins. Il y a le frein de la prise de conscience, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une partie des services des forces armées, que ce soit en France ou à l'étranger, qui ont cette prise de conscience très forte de l'urgence climatique, mais ce n'est pas le cas de toutes les divisions, de tous les départements. Or, la première chose pour qu'une organisation s'empare de ces sujets-là, c'est bien sûr que les dirigeants de cette organisation soient sensibilisés à la question, mais également que les différentes branches opérationnelles le soient également et soient informés des conséquences, des modalités
que le changement climatique va avoir sur leurs opérations et la façon dont ils doivent atténuer leur empreinte climatique et s'adapter aux impacts. Un deuxième frein, ça va être un frein budgétaire. Comme pour beaucoup d'organisations, il est coûteux d'investir et ça doit souvent se faire en arbitrage. Et l'arbitrage, dans le cas des forces armées, il est évidemment en faveur du maintien de l'effet militaire, c'est-à-dire du maintien de la capacité à intervenir dans un champ, dans un théâtre d'opération. Or, aujourd'hui, le changement climatique n'est pas suffisamment fort pour que ces théâtres d'opération soient directement impactés et soient complètement modifiés. Et donc, on peut aujourd'hui toujours opérer dans la plupart des théâtres d'opération avec les équipements actuels et ça ne nécessite pas d'adaptation immédiate. Et quand c'est le cas, ça va plus être en réactivité, comme le disait Sophia Cabège. Je ne sais pas si vous avez d'autres freins en tête et si vous voudriez revenir sur des freins qui sont plus précisément associés aux forces armées et à leur mission. Alors, oui, institutionnellement, effectivement, il me semble qu'il y a aussi un enjeu de compréhension du sujet. C'est-à-dire que c'est un sujet très technique. Généralement, les décideurs n'ont pas le temps de rentrer dans le détail de ces sujets-là parce que voilà, ils sont très occupés, c'est une réalité. Et je pense que nos décideurs ont très très bien compris l'importance de prendre en compte les enjeux environnementaux. Mais cet aspect sécurité climatique, de retourner le problème et de dire d'accord, donc nous, on a un impact sur l'environnement, mais l'environnement, en raison du changement climatique, peut avoir un impact sur nous en retour et affecter nos opérations. C'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à comprendre pour quelqu'un qui ne travaille pas spécifiquement sur le sujet. D'où l'enjeu d'essayer de clarifier les notions aussi. On parle de changement climatique, sécurité climatique, sécurité environnementale. Enfin, pour moi, il y a un véritable enjeu sémantique. On s'accorde très rarement sur tous les termes. Et il me semble que ce sera une des prochaines étapes, tout du moins pour nous, d'essayer de bien définir qu'est-ce qui est quoi pour qu'on puisse bien prendre en compte ces enjeux. Voilà. Sophia, est-ce que tu veux réagir à ces différents freins? Non, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense que oui, le principal frein, c'est lié à la compréhension de ces enjeux-là. Je pense que je l'avais évoqué et puis vous venez de l'expliquer très très bien. C'est le point de départ, c'est très certainement de ce qui freine. Et puis bien sûr, hein, la culture militaire, hein, il y a une priorisation forcément des enjeux. Et Julia l'a évoqué, étant donné que ce n'est pas immédiat, et ben ça peut peut-être expliquer pourquoi ce n'est pas appropriable et en tout cas traduisable en action concrète dès maintenant. Voilà, pas grand-chose à ajouter d'autre. Alors, peut-être la question suivante qui porte sur les régions climatiques. Donc, le fait que, parce que Sophia, tu parlais tout à l'heure d'un climat plus chaud. Alors, effectivement, au niveau global et en moyenne annuelle, on assiste à un réchauffement climatique, mais en fait, le changement climatique se décline de façon très variée en fonction des territoires. Certains vont être exposés à de plus fortes chaleurs, ou en tout cas à des épisodes de vagues de chaleur et de canicules plus importants. D'autres vont connaître des températures plus extrêmes, que ce soit plus froid ou plus chaud. On peut parler de la situation française en ce moment, qui, dans les médias, n'est pas liée au changement climatique, mais qui s'avérera sans doute a posteriori liée au changement climatique, puisque c'est une disruption des courants et de ce qui peut provenir des pôles, des courants d'air et de ce qui peut provenir des pôles. Donc voilà, le changement climatique va amener les forces armées, comme tout le reste de la population, à être exposées à des températures plus rigoureuses, que ce soit plus fortes, plus chaudes ou plus froides, à une hygrométrie aussi différente. La question était, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des adaptations par région climatique, par climat des forces armées? Peut-être que Sophia, je te redonne la parole en premier pour réévoquer les avant-postes dont tu avais parlé dans l'article notamment, qui peuvent servir d'exemple pour une adaptation des armées à des climats plus rigoureux en matière de froid. Et puis, si d'autres personnes veulent compléter les propos de Sophia, n'hésitez pas. En dehors de l'article, même en fait, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que cette adaptation, elle se met en place une fois que les impacts
ont eu lieu, sont visibles, sont pris en compte parce qu'on ne peut plus les négliger et on ne peut plus simplement se dire ça va arriver. Donc l'exemple que je donnais durant mon propos sur la base américaine qui met en place cette pratique d'adaptation pour renforcer la protection du littoral, c'est un exemple clair d'adaptation aux impacts du changement climatique. Pareil en Jordanie, l'adaptation de cette base militaire aérienne qui a vu mettre en place une deuxième piste de décollage. C'est une adaptation très pratique qui répond aux spécificités locales. En Arctique, c'est au niveau des équipements qui sont mis en place et des investissements, des priorités en fait stratégiques données par les pays qui s'intéressent à cette zone-là. Donc la Norvège, c'est un très bon exemple. Les montants qui sont investis sont quand même assez conséquents et ils pensent réellement à la manière dont, en fait, c'est pas seulement l'infrastructure elle-même qui est adaptée, il y a aussi tout côté stratégie et appréhension de l'environnement dans lequel on serait amené à déployer du personnel qui est pris en compte. Et donc, cette adaptation, elle peut se faire de manière pas pratique en termes opérationnels et donc de l'infrastructure elle-même, mais en termes d'anticipation, comme je le disais, avec la mise en place de systèmes de communication par satellite qui sont autonomes et fonctionnent très bien, ou bien de la même manière, l'Indo-Pacifique, c'est une zone qui est assez intéressante. On le sait, c'est une zone qui est particulièrement affectée par l'élévation du niveau des mers. Donc, on pense ici notamment au Bangladesh, etc. Des phénomènes qui ont pour conséquence, lorsque, encore une fois, c'est croisé à des conditions socio-économiques particulières, à contribuer à des phénomènes de déplacement de population. Et donc, en retour, des pays qui s'attendent, comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande, à l'arrivée de migrants, eh bien, adaptent, encore une fois, leurs appareils militaires avec l'acquisition de nouveaux équipements, avec des investissements assez importants, avec le renforcement des capacités des États touchés, donc les îles du Pacifique qui souffrent bien évidemment de l'élévation du niveau des mers qui peuvent pour certaines causer leur disparition ou en tout cas une subversion assez importante de leur territoire. Et donc c'est vraiment dépendamment de la localité et des spécificités des impacts que l'on retrouve des pratiques d'adaptation particulières. Voilà. Et je vous invite bien entendu à consulter le rapport pour plus de détails sur ces adaptations-là. Est-ce que d'autres personnes veulent prendre la parole sur ces questions d'adaptation à des climats très spécifiques, que ce soit adaptation à l'heure actuelle ou adaptation prévue ou souhaitée? Juste pour dire que c'est une des priorités scientifiques du moment, d'essayer de passer à des modèles qui soient avec une granularité plus précise au niveau local. Pour le moment, on travaille encore beaucoup d'un point de vue scientifique avec des modèles globaux, avec des modèles régionaux. Il va falloir, à l'avenir, essayer d'arriver avec des modèles de plus en plus locaux, de manière à pouvoir avoir des adaptations de plus en plus spécifiques. Ça, c'est un des grands défis scientifiques pour la science du climat dans les années qui vont venir. Et en termes de prise en compte par les forces armées françaises, je pense que déjà la prise en compte et la compréhension que le changement climatique est potentiellement un enjeu en termes d'opérations militaires, c'est déjà une première étape. Ensuite, en termes d'adaptation des équipements, ce qui n'est pas quelque chose qu'on a forcément beaucoup engagé pour le moment, le fait de prévoir cette adaptation selon les conséquences du changement climatique par région géographique, je pense que là, on est encore sur une deuxième étape. Très bien, merci beaucoup. Il nous reste deux questions, deux grosses questions à traiter. La première porte sur la façon dont les forces armées vont peu à peu être amenées déjà à coopérer de façon de plus en plus extensive avec à la fois les domaines civils et des armées étrangères, et notamment sur des questions qui sont détachées des questions de défense pure, mais qui sont plus des questions de sécurité humaine notamment. Un de nos auditeurs mentionnait le fait que certaines forces armées sont en charge de la supervision des stocks alimentaires en cas de problème. Et donc, j'en profite pour élargir cette question donc il parlait notamment de la Suisse et de l'Égypte. De manière plus globale, est-ce que les spectres des missions des armées vont ou risquent d'être modifiés? Ça peut aussi être le cas, par exemple, dans le cadre de la Covid-19 et de la sollicitation des forces armées dans cette crise sanitaire. Est-ce que les forces armées vont être amenées à multiplier leurs missions de sécurité humaine, que ce soit dans la supervision des stocks ou dans l'intervention en cas de crise sanitaire?
Alors, je ne sais pas qui veut commencer, François, Tom, Sophia. Je peux y aller comme... Oui, je peux en dire un mot, juste pour dire qu'à mon avis, c'est une quasi-certitude que ce mouvement qu'on constate déjà va être amené à s'amplifier de plus en plus, à la fois parce que le changement climatique va produire de plus en plus d'effets, des effets de plus en plus graves, mais parce qu'il va y avoir une implication, une imbrication de plus en plus grande des questions environnementales avec d'autres questions de sécurité qui sont directement importantes pour les armées. Et donc je peux répondre sans risque de me tromper par l'affirmative à la question. Oui, tout à fait. Je rejoins directement François. Je pense que l'histoire, entre guillemets, nous a montré, l'histoire très récente nous a montré qu'en cas de crise, en cas de sursollicitation des autorités civiles qui ne sont plus en capacité et qui sont utilisées au maximum de leur capacité, le dernier recours, ce sont les forces armées. Ça a été le cas en France, ça a été le cas en Allemagne. C'est pas seulement ici, bien entendu. Et donc, on peut s'attendre, si justement il n'y a pas une anticipation et une adaptation, je pense ici à la boîte à outils dont dispose le gouvernement de manière plus globale, en dehors du ministère des Armées, les unités de protection civile en font partie. S'il n'y a pas une anticipation, un renforcement des moyens de ces autres entités, eh bien oui, on peut s'attendre forcément à ce que le dernier recours soit nécessaire et donc qu'on fasse appel aux forces armées pour cela. Et là, je rejoins ce que je disais tout à l'heure, l'importance aussi de faire attention à ne pas sursolliciter les forces armées sans pour autant adapter leurs capacités humaines et financières pour pouvoir faire face à ces nouvelles missions et à la diversité des responsabilités qui sont et qui seront les leurs à l'avenir. Je ne sais pas si Tom, tu veux ajouter quelque chose. La prochaine question portant sur la géo-ingénierie, je pense qu'on va laisser à Sophia la joie d'y répondre. Mais avant ça, si tu as quelque chose à ajouter sur cette diversification des missions des forces armées. Donc, je suis parfaitement d'accord avec ce que François et Sophia ont dit. Moi, ça me fait penser à l'enjeu aussi du continuum sécurité-développement sur lequel nous, on essaye de travailler d'autant plus et de faire de nombreuses choses en la matière. Effectivement, non, c'est une certitude et il y a toujours cet enjeu de l'adaptation. Effectivement, il ne faut pas juste... il y a cet enjeu de forme, il y a un enjeu de formation, un enjeu... Enfin, voilà, il y a plein de choses à prendre en compte à mon avis et c'est une certitude que dans le futur, c'est amené à se passer. Du coup, ça me permet de rebondir peut-être juste avant cette question sur la géo-ingénierie qui peut-être sera la dernière, sur la formation que tu as évoquée, Tom. Oui. Donc, peut-être revenir très rapidement sur le besoin de formation au changement climatique ou aux grandes implications du changement climatique au sein des forces armées et peut-être développer ce qui est fait aujourd'hui au niveau français ou voilà la façon dont la France s'empare de ce sujet et puis nous chercheurs revenir sur ce qui est fait au sein d'armées étrangères. Alors, en termes de formation, je ne suis pas sûr qu'il y ait quelque chose qui soit spécifiquement fait sur les enjeux du changement climatique, bien que les officiers qui passent l'école de guerre aient créé un groupe de travail sur le sujet qui permet aux élèves intéressés de faire des mémoires sur ce sujet, de mener des entretiens, parfois de faire des podcasts, de rédiger des articles. Donc il y a quand même une réflexion qui est menée en termes au niveau des grandes écoles militaires. Maintenant, la question, je pense qu'elle n'est pas comprise dans la formation. C'est quelque chose qui pourrait être fait à l'avenir, tout comme des guides expliquant aux forces armées sur le terrain l'importance de prendre en compte ces enjeux. Il y a plusieurs pays qui le font, notamment les États-Unis, comme l'a mentionné Sophia dans sa petite présentation. Et c'est quelque chose effectivement qu'à l'avenir, je pense qu'il sera important de développer pour nous, tout du moins pour vulgariser le sujet qui est quand même compliqué, et pour que chaque personne en métropole, en Outre-mer ou sur nos théâtres d'opérations extérieures puisse se saisir de ces questions-là pour mieux les comprendre et les intégrer dans leur prise de décision. Très bien. Alors après, peut-être ce que moi je peux ajouter, c'est que nous, de notre côté, ce qu'on a pu observer, c'est plutôt du côté britannique. Alors Sophia a déjà évoqué ce que font les Américains, mais les Britanniques forment également une partie de leurs officiers aux enjeux représentés par la sécurité climatique de manière plus large, et ce par des collaborations avec des chercheurs de la même manière que l'Observatoire Défense et Climat est structuré. Ça passe très souvent par une collaboration entre chercheurs et monde militaire.
Je ne sais pas si Sophia, tu as d'autres exemples en tête. Et Non, je vais en attendant essayer de reconnecter François qui est connecté seulement en audio et pas en vidéo. Je m'excuse pour nos auditeurs. pas de souci. Peut-être, Fanny, est-ce que tu souhaiterais peut-être mentionner quelques exemples de formations spécifiques à la thématique de la coopération civilo-militaire? Tu l'as mentionné rapidement tout à l'heure. Est-ce que tu souhaites pouvoir donner deux petits exemples peut-être de la manière dont les forces armées sont formées spécifiquement à ce type d'intervention? Alors oui, concernant du coup la coopération militaire, j'avais cité aussi du coup les États-Unis qui avaient mis cet accent aussi sur la formation des militaires. C'était en fait dans cette optique de notamment en termes de tout ce qui est aide médicale en fait. Donc venir former aux gestes des premiers secours puisque les militaires du coup vont être amenés à aider directement les médecins, le secteur civil pour qu'ils puissent vraiment agir en tant que soutien et qu'ils soient là voilà pour aider directement. Après, au-delà de ce prisme de la coopération civilo-militaire par rapport à tout ce qui est formation, on avait aussi étudié en Jordanie aussi les soldats, enfin, les militaires qui étaient directement formés sur comment gérer l'eau de manière durable. Et ça, c'est un point aussi qui est assez intéressant puisqu'on voit que les militaires vont être sensibilisés à ces enjeux. Donc voilà, c'est important aussi à relever. Ouais. Et en lien avec ça, ce qu'on observe, c'est que très souvent, les enjeux de formation sont liés, encore une fois, aux spécificités locales. Hein. Pourquoi en Jordanie, la gestion de l'eau est cruciale? Et ben, à cause de la situation géographique et climatique de ce pays et le stress hydrique chronique, comme je disais, auquel il est confronté. Et donc, je pense très souvent, comme pour l'adaptation, la question de la formation se fera et se fait en fonction du contexte local, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Très bien, ça permet donc de passer à la dernière question avant de répondre à toutes les questions pratiques, notamment sur le fait qu'il y ait cette vidéo en ligne. Je vais donc passer la parole à Sophia Cabej et Tom ou François, je vous laisse rebondir si vous le souhaitez, sur la crainte de guerre climatique, c'est-à-dire d'après la personne qui a écrit cette question, l'utilisation par les armées soit des informations dont ils disposent en termes de changement climatique et non pas en termes de climat et de météo, ce qui aujourd'hui fait partie de la façon dont les armées opèrent, mais aussi de la modification du climat et de la convention NMOD. Sophia, je vais te laisser, je pense, 3 minutes, grand max, pour y répondre. Sachez que Sophia travaille sur ce sujet, donc elle pourrait, je pense, tenir 1h30 sur la question. Donc, Sophia, je te laisse 3 minutes grand max pour répondre à cette question. Oui, bien sûr. Et puis, j'en profiterai pour donner la parole également à Fanny Babalon, qui a publié hier un article sur ce sujet, justement. Donc, je te laisserai compléter mon propos ensuite, Fanny, si tu le souhaites. Alors, malheureusement, hein, c'est pas forcément de la science-fiction désormais. Non, parce que les technologies, non seulement sont à l'étude, elles sont en voie de développement, voire elles sont en capacité d'être déployées. Alors, non pas à grande échelle, mais en tout cas, il y a eu des phases tests. Donc, je vais vous parler de 2 exemples de technologies. Les premières, c'est celles qui visent à agir sur le rayonnement solaire. Donc, on en distingue 2 types. Celle qui est en phase test actuellement, le premier test devait avoir lieu en Suède au début de l'année, mais a été stoppé à cause de refus par la société civile. C'est celle d'injection d'aérosols dans la stratosphère afin de créer un miroir artificiel qui va venir refléter les rayons du soleil vers l'espace directement et donc réduire la quantité de soleil reçue par la Terre et donc forcément le réchauffement. La seconde technologie qui est à l'étude, c'est celle de blanchiment des nuages. Donc cette technologie-là, elle a été testée sur la Grande Barrière de Corail australienne en 2020. L'objectif ici, c'est de venir pulvériser des particules de sel marin dans les nuages qui sont situés au-dessus des océans avec la même idée, augmenter l'effet d'albédo, donc augmenter cette capacité réflexive de réflexion des nuages au-dessus de l'océan et donc de réduire l'augmentation de la température des océans parce qu'il n'y a pas seulement l'atmosphère qui augmente mais aussi les océans et donc l'objectif officiel là, c'était de lutter contre le blanchiment des coraux. Pourquoi c'est important de mentionner ça? Parce que non seulement on est en train de viser à les déployer à différentes échelles, ben, c'est important parce que lorsqu'un pays, une entité décide de la déployer, elle peut le faire pour l'instant de manière unilatérale parce qu'il n'y a pas de cadre de gouvernance qui limite cela. Et c'est important à prendre en compte. Pourquoi? Parce que le déploiement de ces technologies-là va avoir des effets globaux. Bien que
les particules soient diffusées sur un endroit bien circonscrit, eh bien, elles peuvent avoir des répercussions, c'est même pas elles peuvent, c'est elles auront des répercussions globales en termes de modification des régimes de précipitation, avec des phénomènes de mousson, par exemple, plus importants, des phénomènes de sécheresse dans des endroits qui sont importants. Et puis, le plus gros risque, c'est celui de choc terminal, c'est-à-dire une fois que l'on aura commencé à projeter ces particules dans la stratosphère ou au-dessus des océans, eh bien, existe le risque de choc terminal, c'est-à-dire le moment où on arrêtera de les diffuser, eh bien, une augmentation très rapide et soudaine de la température, une augmentation pour laquelle les écosystèmes humains, sociaux et bien sûr naturels auront du mal à s'adapter. Et on le voit déjà, c'est déjà très compliqué de s'adapter à tout ça. Et donc, pour revenir à la question de guerre climatique, ce qui nous inquiète, en tout cas, ce qui m'inquiète particulièrement dans le cadre de mes recherches, c'est la question de la détectabilité. C'est-à-dire qu'il sera compliqué de savoir si une catastrophe ou un événement climatique extrême est dû au changement climatique d'origine anthropique et générale, je dirais, donc qui est issu de la diversité des émissions de gaz à effet de serre sur la planète, ou bien si elle est le résultat d'un déploiement unilatéral fait par un pays qui n'aurait pas été transparent. Donc, c'est tous ces enjeux qui sous-tendent la question de la géo-ingénierie. C'est une question qui tend à prendre de l'ampleur, mais qui demeure quand même assez lacunaire. Beaucoup de recherches devraient être faites à ce sujet. Et Fanny, je te donne la parole peut-être très rapidement. Désolée, j'ai été un peu longue sur la modification du climat. Merci, oui, Sophia. Une minute, Fanny. Ouais, pas de souci. Du coup, pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement, le problème avec cette question de la modification du climat, c'est la limite en fait entre la géo-ingénierie et l'utilisation de cette modification du climat à des fins hostiles et militaires. Donc, on sait déjà pendant la guerre du Vietnam, donc de 55 à 75, l'armée américaine a agi directement sur les phénomènes de précipitation, ce qui est venu en fait embourber les troupes vietnamiennes et ça les a freinés. Et donc, on voit que là, c'était utilisé en fait comme une véritable arme de guerre. Et donc, du coup, suite à tout ça, l'opinion publique a beaucoup débattu là-dessus. Et il y a eu en 77 l'entrée en vigueur de la convention ENMOD, qui aujourd'hui demeure assez lacunaire en la matière et peu en fait appropriée à l'état actuel de la science, puisqu'au final, l'enjeu réside dans la limite à établir entre qu'est-ce que ça va être des recherches scientifiques à visée purement scientifique et même à visée corrective en fait comme pour les enjeux de la géo-ingénierie. Et qu'est-ce que ça va être des recherches scientifiques menées par exemple par des militaires? Est-ce que ça va être considéré à des fins hostiles? Donc c'est là le réel débat et je pense que oui, aujourd'hui cette convention n'est plus adaptée. Et pour finir très rapidement, il y a aussi aujourd'hui plusieurs projets qui sont pointé du doigt, puisque on voit beaucoup aussi à travers des sources complotistes, mais notamment les États-Unis avec leur projet en Alaska, le projet HARP, qui est un projet à la base scientifique, mais voilà, qui y a un peu comme une omerta scientifique autour de ce projet. Et il y a aussi récemment la Chine qui a annoncé vouloir étendre ses programmes de manipulation météorologique. Donc forcément, tout ça, ça amène à se poser des questions sur l'avenir de la modification du climat et de la géo-ingénierie. Eh bien, merci pour tout ça. Avant de laisser le mot de la fin à Tom et peut-être à François, si François, tu veux intervenir à un moment donné, n'hésite pas à tout simplement me couper dans ce petit mot de conclusion. On a bien reçu tous vos messages, donc on répondra à ceux qui nous ont indiqué leur mail. Vous pouvez toujours nous contacter par mail, ils sont disponibles sur le site de l'IRIS. N'hésitez pas donc à télécharger les documents qui sont en libre accès au cours de ce webinaire dans les documents à distribuer, mais aussi tout simplement aller jeter un coup d'œil aux différentes productions qui portent à la fois sur ce dernier sujet de géo-ingénierie, mais sur beaucoup d'autres. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Je laisse donc le mot de la fin à Tom. On a dépassé notre temps, mais on a traité que, je dirais, la moitié des questions. Donc c'est pour ça que je me permets d'insister sur ce point, parce que je pense que le reste se fera par écrit. Oui, surtout n'hésitez pas. Effectivement, il y avait beaucoup de questions et c'est une très bonne nouvelle parce que ça veut dire que le sujet intéresse et puis nous, on est content que ça suscite un intérêt. Donc merci beaucoup à tous pour votre participation et pour votre engagement. C'était très intéressant comme d'habitude. Bien sûr, vous serez tenus au courant des prochains webinaires. Et puis encore une fois, n'hésitez pas à nous transmettre via nos adresses email respectives vos questions, interrogations, remarques. Et puis à très vite pour un nouveau webinaire. Merci beaucoup. Merci à tous.
Au revoir. Merci. Au revoir.